Bonsoir mesdames et messieurs et merci de nous retrouver dans le cadre du 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Nous sommes le lundi 7 avril 2025 au sommaire de votre journal ce soir. On s'ouvre sur le monde en parlant des délestages, des coupures de courant et d'électricité dans la ville de Yaoundé, une situation qui met en mal les activités des citoyens camerounais qui ne savent plus à quel sens se vouer. Vous les écouterez dans ce journal. On parlera également de la journée mondiale de la santé en faisant un scanner de la qualité des services dans les hôpitaux de notre pays, puisque la prise en charge des malades dans quelques formations sanitaires fait encore face à de nombreuses difficultés et plusieurs Camerounais se plaignent d'ailleurs de la qualité des services rendus dans ces espaces. On fera un point sur cette situation au cours de ce journal et puis hors de nos frontières, on reviendra du côté de la République démocratique du Congo pour parler de ces pluies diluviennes qui s'abattent sur la ville de Kinshasa, causant ainsi plusieurs dégâts matériels et des pertes en vies humaines. C'est toutes les informations qu'on vous présentera au cours de ce journal qui débute à l'instant. Mais le temps pour nous de prendre cette légère transition et puis on revient derrière pour vous présenter la quintessence de ces informations. Merci une fois de plus de nous rejoindre dans le cadre du 19h30 sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Je vous le disais en titre, mesdames et messieurs, on parle des délestages dans la ville de Yaoundé, un problème assez récurrent dans plusieurs quartiers de la ville aux 7 collines, un problème également qui met en mal les activités des citoyens camerounais qui ne savent plus véritablement à quel sens se vouer. Voici leur réaction compilée dans ce reportage que signe Brenda Sa. Les délestages sont une réalité dans la quasi-totalité des quartiers de la capitale politique. Les populations sont désemparées face à ce problème. Pour y remédier, certaines personnes utilisent des groupes électrogènes et des panneaux solaires. Depuis hier, à 11 h, on avait déjà coupé de lumière. Jusqu'à présent, nous n'en avons pas. Nous sommes obligés maintenant de nous approprier des plaques comme vous voyez pour ne pas être toujours dans l'obscurité. Les téléphones ne sont pas chargés. Nous nous baladons avec les chargeurs partout. Partout, nous baladons avec les chargeurs partout pour pouvoir voir la lumière. Il n'y a pas moyen. Vraiment, c'est dégueulasse. On ne sait même plus quoi dire. Les ménages ne sont pas épargnés. La situation est catastrophique. Le budget familial subit alors un coup dur en raison du non-fonctionnement des appareils électroménagers. Ceux qui sont les ménagers utilisent les moyens de bord tels que les bougies, les lampes rechargeables, les lampes à pétrole et tous les moyens pour que les gens puissent voir la lumière. Et ceux qui ont les ménages qui sont un peu modernes, qui ont les appareils tels que les frigos et autres, bon, ils sont obligés de vivre et de subir comme ça. Il est vrai, les autorités essayent de ménager des efforts, mais c'est hallucinant parce que c'est à répétition, ça ralentit le quotidien, la vie quotidienne des citoyens comme nous. Déjà, si vous avez par exemple des aliments dans le congélateur, les frigos, ça pourrit, ça dégrade. Face à cette recrudescence des délestages, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, présente un plan d'urgence axé sur le renforcement de la production d'électricité dans le pays, qui prévoit notamment la mobilisation des centrales thermiques pour atténuer les coupures d'électricité. Le coût de cette mesure est estimé à 18 milliards de francs CFA pour 2 mois. Just wait and see. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Elundou Essomba, présente un plan d'urgence articulé autour du renforcement de la production, du transport et de la distribution de l'énergie électrique. Des mesures partagées au cours d'une audience avec les associations des consommateurs tenues dans son cabinet ce 3 avril 2025 dans la ville de Yaoundé. Suite à ce plan d'urgence, une question se pose
notamment celle de savoir si le moment sera venu enfin pour ces citoyens de la ville de Yaoundé en particulier et du Cameroun en général d'oublier ces problèmes de délestage. Des détails sont contenus dans ce reportage que signe Gisèle Dao. Au Cameroun, la vie est rythmée par le délestage quotidien qui s'étale sur plusieurs heures, voire des journées entières. De nombreux ménages vivent dans la peur de perdre leurs réserves. Toutes les 10 régions sont concernées par le phénomène qui dure depuis plusieurs années, mais plus accentué depuis ces derniers mois. Dans certains cas, le retour de l'énergie électrique est semblable à un jeu de lumière causant des courts-circuits et plus loin des incendies. Une situation qui crée l'exacerbation des populations. À cet effet, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundou Essomba, présente un plan d'urgence ce 3 avril dans son cabinet visant à améliorer la distribution de l'énergie électrique. Il s'agit de renforcer les ouvrages devant évacuer l'énergie de Natigal vers les autres régions, l'achèvement des lignes autour de Yaoundé, le renforcement du transport de l'énergie et la modernisation de la distribution de l'énergie. À date, 6 grands barrages et 8 petits sont en état de fonctionnement au Cameroun. Comment est-ce possible que ces barrages réunis ne parviennent pas à absorber le problème de délestage au Cameroun? De nombreux experts pensent que les barrages hydroélectriques construits au Cameroun ne l'ont pas été en respectant le cahier de charge. À titre d'illustration, les défaillances ont été observées récemment au barrage de Natigal. Selon d'autres sources, l'entreprise Eneo, criblée de dettes, n'a plus accès depuis le 31 octobre aux centrales gaz de Kribi et au fioul de la Djibamba. La situation est loin de s'améliorer, mais le membre du gouvernement fait une sortie pour rassurer les populations du retour à la normale et la modernisation de l'électricité. Est-ce là un moyen de corrompre les consciences ou alors une façon stratégique de mettre en besogne une possible campagne préélectorale du système en place? Puisque le problème d'électricité perdure dans notre société et la situation reste figée et même inaperçue par le gouvernement. Comment expliquer qu'en pleine capitale, le délestage dure jusqu'à une semaine et c'est juste à ce moment que le gouvernement veut faire semblant d'agir? Depuis des années, les Camerounais sont nourris de faux espoirs, bien que la situation ne change. Il serait mieux de faire appel à une veille de conscience car les gestes valent mieux que les mots. Vous regardez le journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Mesdames et messieurs, parlons à présent de la lutte contre la désinformation. Les jeunes du quartier Mokolo, dans le 2e arrondissement de la ville de Yaoundé, s'engagent à lutter contre la désinformation. Et cela s'est fait au cours d'un centre de formation multimédia qui s'est tenu du côté du quartier Mokolo, ici même à Yaoundé, avec pour objectif d'offrir à la jeunesse une formation adéquate dans le domaine du digital. Et parmi ces jeunes qui ont pris part à ces centres de formation se trouve notre reporter David Zo qui nous livre ce reportage. Faire de la lutte contre la désinformation, la mésinformation, la propagation des fake news une priorité, c'est l'objectif que se fixe le centre de formation multimédia de New Hope Foundation, inauguré ce lundi 7 avril 2025 au quartier Mokolo, dans le 2e arrondissement de Yaoundé. Ce centre de formation permettra entre autres d'outiller les jeunes dans le fact-checking. Nous avons pris le temps de former d'abord ceux qui vont former les formateurs, parce que dans un premier temps, il était question de prendre que les expertises sortent du quartier. Parce que comme je vous l'ai dit, ce quartier doit être le centre des affaires. Et ça passe par la formation des natifs de ce quartier. Les natifs de ce quartier doivent maîtriser, parce que c'est eux maintenant qui vont retransmettre à la plus petite génération. Ça doit aller de génération en génération. Pour que cette action soit perpétuelle, New Hope Foundation a accordé prioritairement à 15 jeunes une formation de formateurs. Mais au-delà du fact-checking et de la cybercriminalité, ce centre de formation offre également plusieurs autres modules de formation. Ce n'est plus une question d'affaires théoriques. Il faut former des gens suffisamment qualifiés à même de répondre pratiquement à toutes les sollicitations. Donc c'est de ça qu'il va s'agir. On n'est plus dans le volet théorique. Les gens ont fait les bacs, les licences, les masters et tout ça. Ici, un apprenant derrière une machine. Alors que tout se digitalise désormais, il est important que le gouvernement camerounais accorde une importance capitale à la formation dans ce secteur. Une urgence pour sauver la jeunesse, enclin désormais à la cybercriminalité. Comme annoncé au sommet de ce journal, mesdames et messieurs, on s'intéresse à la santé.
dans cette session de l'information pour dire tout simplement que ce 7 avril se célèbre la Journée mondiale de la santé, une célébration qui a choisi de mettre en lumière une question de santé d'intérêt mondial. À cet effet, l'Organisation mondiale de la santé en profite pour célébrer ses 77 ans d'existence et signale le déclenchement d'une campagne d'un an sur la santé maternelle et néonatale. Quels sont les principaux enjeux autour de cette célébration? Élément de réponse dans ce reportage que signe pour nous Gisèle Dao. Le 7 avril 1948, l'Organisation mondiale de la santé voit le jour sous l'égide des Nations unies. 77 ans après sa création, son objectif principal reste et demeure la sensibilisation des populations sur les enjeux de la santé publique afin d'améliorer la couverture santé universelle. La Journée mondiale de la santé qui se célèbre ce jour met un accent majeur sur la santé des mères et des bébés. Ainsi, une campagne d'une année sur la santé maternelle et néonatale est lancée sur le thème « Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir ». Occasion pour l'OMS d'exhorter les pouvoirs publics et les professionnels de santé à redoubler d'efforts pour prévenir les décès des mères et des nouveau-nés tout en accordant une priorité à la santé et au bien-être des femmes le plus longtemps possible. Cette année, l'OMS et ses partenaires se chargent de la diffusion d'informations utiles pour préserver la santé lors de la grossesse et l'accouchement ainsi que la période postnatale. La dite campagne est axée sur 5 objectifs clés à savoir: lutter contre la régression en matière de santé de la mère et du nouveau-né, garantir une protection financière aux femmes enceintes ou venant d'accoucher, soutenir et protéger les sages-femmes et obstétriciens, donner la priorité à la santé mentale des femmes enceintes et bannir la violence faite aux femmes enceintes et des mères. Selon l'OMS, chaque année, près de 300 000 femmes meurent des complications liées à la grossesse ou l'accouchement, tandis que plus de 2 millions de nourrissons décèdent durant leur premier mois de vie et 2 millions naissent sans vie. Cela représente un décès toutes les 7 secondes qui pourrait être évité selon l'OMS. Ce choix de campagne annuelle reflète donc un domaine prioritaire des préoccupations actuelles. Et parlant toujours de la célébration de la Journée mondiale de la santé, la prise en charge des malades fait toujours face dans certaines formations sanitaires du pays. Et plusieurs Camerounais se plaignent de la qualité des services rendus dans ces espaces et s'expriment dans ce reportage que signe notre reporter Fallon Moufoui. Bien se soigner pour mieux guérir reste la chose la plus importante pour la vie de tout être humain. Sauf que dans un pays où l'insécurité sanitaire est grandissante, les Camerounais n'ont qu'une crainte majeure, celle de tomber malade et de devoir affronter la misère des hôpitaux. Juliette Blanche, infirmière, présente comment s'occuper d'un patient. Quand le malade vient, on l'accueille d'abord, on le met en confiance et après on le fait asseoir. S'il y a différents examens qu'on peut poser, on prend les paramètres et puis il y a les examens qu'on fait dès que c'est fini et puis on passe d'abord aux différents traitements qu'on peut l'administrer. Malgré l'amélioration des services rendus dans quelques formations sanitaires, certains comportements gangrènent encore le système d'accueil et de prise en charge. Une déception pour ce citoyen. Il y a un problème d'accessibilité. On n'arrive pas vraiment à causer avec eux, d'accessibilité comme je dis. C'est tellement difficile, ils sont tellement indisponibles et lorsqu'ils ont un petit temps pour le malade, on voit comment le patient est vraiment soigné. Mais malheureusement, on abandonne l'hôpital aux résidents. Les résidents, c'est des médecins qui sont en spécialisation, c'est généralement eux qui gèrent tout et parfois ils sont butés parce qu'ils attendent, lorsqu'ils ont déjà fait un diagnostic, ils attendent l'avis du professeur qui est peut-être en train de donner cours à Waikele, qui est dans une réunion, qui est occupé par de multiples tâches administratives. Hors caméra, plusieurs autres citoyens camerounais nous ont confié les misères et les mauvais traitements infligés dans les hôpitaux ayant conduit au décès de leurs proches. Pour sortir de cette aubaine, ces citoyens proposent quelques pistes de solutions. Nous devons tous nous engager, personnel de la santé comme usagers, c'est-à-dire patients. Et le personnel de la santé doit aussi vraiment aimer son métier.
parce que c'est l'amour du métier qui fait en sorte que le patient soit très bien pris en charge. Vous voyez une infirmière qui est désinvolte, vous comprenez un peu que ça ne va pas suivre. Les responsabilités sont non partagées. Il est temps que chacun fasse de son mieux pour préserver davantage des vies. Parlons politique à présent dans cette session de l'information. Le président du parti camerounais pour la réconciliation nationale et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle prévue au mois d'octobre prochain était l'invité de l'association Fondation Conseil Jeunes pour présenter le tandem brunch, son projet à la jeunesse. Le reportage signé de David Zou. Face aux jeunes de l'association Fondation Conseil Jeunes, Cabral Libi, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, a déroulé son projet de société contenu dans son manifeste « Ce que j'ai vu ». Pendant près de 3 heures d'horloge, le candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain a évoqué plusieurs questions. C'est pour ça que le fédéralisme communautaire, c'est quoi? C'est la création des circonscriptions de notre identité. Sortons de la logique seulement des circonscriptions administratives. Créons des circonscriptions de notre identité pour en faire donc des circonscriptions administratives. Et nous disons, la circonscription qui dérange le plus le Cameroun et qui n'a aucun sens, c'est la région. On enlève les régions actuelles. On reste avec 58 départements. On transforme les 58 départements en région. Donc n'ayez pas peur de cette affaire, chers jeunes. Moi, là vous êtes quoi, une trentaine ou une vingtaine. Et je compte sur vous pour dire aux gens que ce n'est pas, on ne veut pas tuer le Cameroun. Au contraire, nous voulons contextualiser notre développement. Et vous verrez tout ce que nous disons dans cet ouvrage sur les langues, sur les cultures, la place que nous donnons aux cultures, aux langues nationales, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce riche moment de partage et d'échange est le premier d'une longue série qui s'annonce, une initiative qui vise à rapprocher les candidats à l'élection présidentielle des potentiels électeurs. Le brunch passe en mode présidentiel. C'est un regroupement des organisations civiles basées à Yaoundé qui s'entretiennent avec un candidat à la présidentielle sur des sujets de politique publique, sur sa vision du Cameroun et sur son projet pour le Cameroun en 2025. Pour la première édition de ce brunch en mode présidentiel, l'honorable Cabral Libi nous a fait par sa disponibilité à venir nous rencontrer ici à la maison des jeunes de Carrousel. Et c'était l'objectif de le réunir face à des gens qui traversent des questions précises. Il convient de préciser que ces échanges sont un moyen d'intéresser davantage les jeunes à la vie politique. Restons toujours en politique cette fois-ci pour parler du chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, qui fait des déclarations successives sur sa page Facebook et même son compte Twitter depuis une semaine en ligne de mire. Le président de la République du Cameroun évoque des thèmes comme progrès, paix et sécurité comme étant des réalités au Cameroun. Des vocables qui ne reflètent pas le vécu quotidien des populations camerounaises qui croupissent encore dans une misère inquiétante. Le commentaire de la rédaction portait la signature de Yvan Amin. À l'heure où le chef de l'État Paul Biya poursuit sa série de publications sur la toile, plus de 3 millions de Camerounais vivent en insécurité alimentaire permanente, dans une situation d'insalubrité galopante qui continue d'occuper les chaussées des principales voies de circulation des villes du pays. D'où l'urgence de se questionner sur la crédibilité des sorties de l'homme du 6 novembre 1982 en déphasage avec le quotidien des populations sur le terrain. Dans l'une de ses publications, le président de la République pense que la paix et la sécurité sont une priorité pour tous les États mondiaux. Une sortie qui survient au lendemain des attaques meurtrières perpétrées par la secte islamiste Boko Haram sur l'armée camerounaise à Woulgo, dans la région de l'extrême nord, où 12 soldats sont tombés, d'après un communiqué du ministère délégué à la présidence de la République chargé de la défense, Joseph Betty, à Somon. Les cas de féminicide ne sont pas en reste dans le pays. En date, on dénombre plus de 200 cas depuis l'année 2024. L'affaire Diane Yango est
est encore dans les esprits des Camerounais avec une décision de justice qui donne la liberté à son bourreau. Pourtant, le chef de l'État estime que la protection des droits des civils est une réalité au Cameroun. Depuis 8 ans aujourd'hui, les tensions sociales s'intensifient dans les régions anglophones avec au compteur plusieurs pertes en vies humaines, des cas d'enlèvement, des autorités administratives et des civils. Pour ce qui est du secteur infrastructurel, la situation est préoccupante et même alarmante. Dans la plupart des agglomérations, les routes nationales sont dans un état désastreux, pourtant des fonds sont mobilisés pour le bitumage des voies routières. Les péages automatiques, censés faciliter la collecte des recettes dans le secteur du transport, ne sont pas toujours opérationnels. Un projet qui a coûté à l'État du Cameroun plus de 100 milliards de francs CFA pour son implémentation. L'autoroute Douala-Yaoundé, devenue autoroute Yaoundé-Douala, a déjà coûté plus de 500 milliards de francs CFA à l'État. Pourtant, les travaux sont toujours en cours d'exécution après la date butoir prévue en 2018. Les aéroports du pays continuent d'être au centre d'innombrables défaillances avec l'absence, voire la quasi-inexistence de la connexion Internet, des inondations parfois visibles à l'aéroport international de Douala, des heures de vol non respectées. Tous ces problèmes mettent en mal le quotidien des populations. L'on se demande quel est l'objectif recherché par le chef de l'État Paul Biya à travers ses multiples tweets. Le président de la République serait-il déjà en campagne électorale? À chacun sa réflexion. À 19h passées de 55 minutes dans ce studio, nous voici hors de nos frontières en République démocratique du Congo. Comme annoncé au sommaire de ce journal, des pluies diluviennes s'abattent dans la ville de Kinshasa, causant ainsi de nombreuses pertes matérielles et même en vies humaines. Et puis du côté de la Côte d'Ivoire, on note une baisse drastique du prix du carburant ce mois d'avril 2025. Et enfin, aux États-Unis d'Amérique, des milliers de citoyens se mobilisent à travers le pays pour exiger la démission du président Donald Trump. C'est tant d'informations qui nous conduisent tout droit vers le round-up de ce journal qui porte la signature de Brenda Sa. En République démocratique du Congo, après des fortes pluies qui s'abattent dans la capitale du pays, ce 6 avril 2025, la rivière Ndili sort de son lit, provoquant ainsi des graves inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Parmi les lieux les plus touchés, figure en bonne place l'église Shekinah Tabernacle, une situation qui empêche la tenue du culte dominical. L'eau a envahi aussi bien l'intérieur que l'extérieur du bâtiment, rendant tout accès impossible. Un phénomène qui traduit le mal-être lié au changement climatique, causant de ce fait des nombreux dégâts ces derniers jours, alors que de nombreux lieux de culte, d'habitation et d'infrastructures continuent d'être submergés. Les populations lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités pour venir en aide aux sinistrés et dégager les zones inondées. En Côte d'Ivoire, baisse du prix du carburant dans le pays pour avril 2025. Le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie annonce une baisse drastique du prix des carburants pour la période du 1er au 30 avril 2025 en Côte d'Ivoire. Cette révision tarifaire concerne l'essence, le gasoil et le pétrole en pan. Désormais, le litre d'essence est fixé à 855 francs CFA contre 875 francs CFA, soit une réduction de 20 francs CFA. Le gasoil connaît également une baisse de 15 francs CFA, passant de 715 francs CFA à 700 francs CFA le litre. Le prix du pétrole en pan, un carburant essentiel pour de nombreux ménages en milieu rural, diminue de 745 francs CFA à 730 francs CFA le litre. En revanche, le prix du gaz butane reste inchangé. La bouteille de 6 kg est toujours vendue à 2000 francs CFA, tandis que celle de 12,5 kg demeure à 5200 francs CFA. Aux États-Unis d'Amérique, des milliers de citoyens à travers le pays se mobilisent pour exiger la démission du président américain Donald Trump. Selon la population américaine, les décisions du président rendent la vie très difficile, notamment en raison de la guerre tarifaire qu'il a initiée avec d'autres pays, laquelle nuit aux entreprises américaines. Les manifestations sont marquées par la diversité des participants, avec un large pourcentage d'entre eux qui s'identifient comme martyrs, représentant ainsi une voix forte et engagée. Dans un climat délétère, il est essentiel d'écouter et de prendre en compte les préoccupations des citoyens. Les droits et bien-être de chaque individu doivent être au cœur des décisions politiques. Il est impératif que les dirigeants écoutent ces revendications et travaillent à un dialogue constructif afin de rétablir la confiance et d'assurer un avenir meilleur à chaque citoyen.
Stop et fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h passé de 30 minutes. D'ici là, portez-vous bien. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bicard et de ses invités dans le cadre de Horizon Soir.